bienvenue à nouveau à notre podcast Retour sur les attentes, où avec Jonathan, on discute de tout ce qui va et tout ce qui ne va pas avec le marché de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on va parler des bonnes pratiques des systèmes d'évaluation, de changement de système d'évaluation. Bonjour Jonathan, Bonjour Joss, comment tu vas? très bien et toi? Super, super. Le printemps est vraiment là. On en a parlé la dernière fois, mais là, j'ai l'impression que vraiment, on y est là. Il y a le soleil, il y a les oiseaux qui chantent, donc tout va pour le mieux. Exactement, même dans le nord, on a un ciel bleu. C'est Ah, super. formidable. Formidable. Ben, voilà, ben, aujourd'hui, on va discuter des systèmes d'évaluation dans un petit vue macro de l'ensemble de comment on peut évaluer, surtout dans les grands dispositifs, hein. Mais avant, on va prendre la température de comment tu prends le marché en ce moment. Est-ce que tu as un coup de gueule à nous partager? Oui, toujours, tu me connais. Eh bien, un coup de gueule aujourd'hui qui est justement en lien direct avec le titre de notre podcast, Retour sur les attentes. Je vois, je vois fréquemment des articles, alors fréquemment j'exagère peut-être, mais en tout cas ça m'arrive quand même de temps en temps, de voir des articles, des posts sur LinkedIn, etc., qui parlent de ROE, donc de retour sur les attentes, ROE pour Return on Expectations, et qui présente le RE comme étant finalement quelque chose de centré sur les attentes, mais non pas des commanditaires, mais des apprenants. Donc, le RE consisterait en une forme d'évaluation du niveau 1 de Kirkpatrick, où on demanderait aux apprenants si leurs attentes ont été satisfaites, si on a pu répondre à leurs attentes, etc. Donc, ça serait juste de l'évaluation, comme on dit dans le monde francophone, de l'évaluation à chaud. Alors que, comme tu le sais, le RE, c'est bien plus que ça. Et on est vraiment même plutôt connecté au niveau 4 de Kirkpatrick. Bien sûr. Présenter voilà, le RE en le limitant à cela, attention, parce que voilà, lorsqu'on voit passer ce genre d'article, on a des personnes donc, qui vont lire ce genre d'article, qui vont retenir cela, qui vont colporter cela, etc. Puis on se retrouve avec des personnes qui vont imaginer que le RE, bah, finalement, c'est rien du tout comparé à la logique du ROI, du retour sur investissement des formations. Alors qu'au contraire, c'est vraiment une démarche très puissante. Attention à cela. Et j'ai envie de dire aux personnes qui ont envie de parler de RE, bah, le mieux, c'est de lire tout simplement la source, hein, et donc de lire les Kirkpatrick ou les partenaires des Kirkpatrick comme nous, pour voir vraiment ce qu'il y a derrière l'expression retour sur les attentes. C'est quelque chose qu'on voit souvent, cette confusion entre les termes où on regarde un visuel du modèle et on croit qu'on comprend. Je ne sais pas si tu me rejoins, mais je sais pas, on a l'impression parfois que les gens ils veulent pas aller un peu plus loin dans l'évaluation parce que peut-être ils savent déjà tout faire. Est-ce que c'est un priori? Alors c'est vrai et oui, je te rejoins tout à fait et c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion et on le voit encore, hein, si on se réfère aux 4 niveaux d'évaluation de Kirkpatrick, on voit encore énormément de confusion, par exemple, entre niveau 2 et niveau 3. Donc on va s'imaginer que, voilà, l'évaluation, du niveau 3 du transfert des acquis, ça peut être, une évaluation de niveau 2 que l'on fait, à la toute fin de la formation. En disant: «C'est bon, s'ils savent, c'est qu'ils savent faire, c'est qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bien faire et cetera et cetera». Et donc on n'a pas envie de creuser. On ne voit pas forcément l'intérêt de bien distinguer chaque niveau d'évaluation et donc forcément, bah, derrière, hein, comme je le répète souvent, hein, ça amène des mauvaises évaluations qui génèrent de mauvaises données d'évaluation et qui conduisent à prendre de mauvaises décisions. Attention. Ben, par rapport à ça, ben, on va aller peut-être un peu plus loin aujourd'hui avec le système d'évaluation. Donc, un système d'évaluation, pour toi, c'est quelque chose qui est adapté à une offre de formation avec beaucoup, beaucoup d'actions, on est d'accord? Oui, tout à fait. Là, Ouais. on est à un minimum de quoi, 500, peut-être 500 apprenants, peut-être un peu moins par an? Ouais, alors ça peut être moins parce que alors tout dépend, ouais, là, j'ai envie de vraiment raisonner, selon, alors évidemment en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de son métier et cetera. Parce que
Si tu prends une entreprise dans le domaine de l'informatique, de la technologie, de la haute technologie, etc., on sait qu'on a des besoins d'information qui sont assez importants, donc ça représente des budgets de formation qui sont assez importants. Et donc derrière, avoir un système d'évaluation justement qui va permettre de valoriser, de piloter cet effort formation, cet investissement formation, même pour des entreprises qui compteraient 100, 200 collaborateurs, ça aurait du sens, tu vois, je trouve. Oui. Euh, Avant d'aller dans comment changer, on va faire référence à ton livre parce qu'il y a un chapitre dédié là-dessus. Oui. Euh, Nous, on a de l'expérience dans l'accompagnement justement des entreprises pour changer de système. Quelles sont pour toi des raisons de vouloir changer? Est-ce que c'est simplement on est dégoûté ou on n'en peut plus de comment on fait les choses actuellement, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres raisons derrière? Alors, il y a énormément de raisons, mais c'est vrai que à, à la base, à la base, je me suis longtemps posé la question, tiens, lorsque l'on a des clients, lorsqu'on en avait des clients qui contactent ou qui nous contactaient pour repenser leur système d'évaluation, il y avait quand même généralement une demande à la base, une demande un peu pressante de la direction. Dans beaucoup de cas, hein. C'était, on va dire, à peu près formulé en ces termes. Bon, montrez-moi l'impact des formations. Voilà, on sait combien on dépense, on ne sait pas combien ça rapporte, on sait combien ça coûte, mais on sait que ça ne fait pas de mal, mais est-ce que ça fait du bien? Enfin voilà, je te passe toutes les expressions habituelles. Et donc, il y avait généralement, on va dire, une volonté de changement, mais qui était quand même un peu poussée par des demandes de la direction. Donc parfois, c'était des responsables de formation qui étaient volontaires pour s'attaquer au sujet, mais il y avait quand même un contexte, je veux dire, un peu, je mets des guillemets, mais un peu oppressant pour justement justifier le fait de consacrer du temps et de l'argent à cette refonte du système d'évaluation des formations. Surtout dans des grandes entreprises, il y a en France, on est dans un système paritaire, donc on a des systèmes de financement derrière, mais maintenant dans les entreprises au-delà d'une certaine taille, souvent il n'y a plus de financement, donc du coup, chaque formation compte maintenant. Donc c'est vrai que cette demande, je pense, va venir de plus en plus souvent. Exactement. Et c'est vrai que on constate quand même bien souvent dans les fonctions formation, hein, des entreprises, et notamment, comme tu le dis justement, des grandes entreprises, des outils de pilotage qui sont inadaptés. On a des tableaux de bord qui comprennent surtout des indicateurs dits d'activité, donc qui vont être en mesure de quantifier les jours de formation, les heures de formation, etc. On est encore dans une logique très, très bilan social, hein, voilà, de la formation, où on cherche à montrer l'investissement en formation, mais ce sont plutôt des dépenses de formation, là, pour le coup, à présenter aux représentants du personnel, au CSE, etc. Mais ces indicateurs d'activité ne sont pas contrebalancés par des indicateurs de résultats. On est capable de dire qu'on a formé X personnes, X heures, qu'on a fait autant de formations certifiantes, etc., etc. Très bien, mais au bout du compte, qu'est-ce que ça a rapporté aux individus, aux équipes, à l'entreprise, etc. Et là, souvent, allez, au mieux, on va avoir un indicateur de taux de satisfaction qui va se retrouver quelque part, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Oui, donc il y a des systèmes de LMS où ils ont des fonctionnalités de base d'évaluation, y compris, comme tu dis, tout ce qui est quantification de nombre d'heures d'action et peut-être des statistiques liées à la satisfaction. Mais c'est vrai qu'il y a des entreprises maintenant qui, une fois que tout ça s'est installé, ils se rendent compte que ils peuvent pas faire grand-chose avec. Oui, tout à fait. Et puis quand il s'agit en fin d'année, lorsqu'on parle de demandes un peu oppressantes, si ce n'est tout simplement pressantes, de la direction de faire des efforts au niveau du budget. Voilà, si demain, on demande à un directeur de formation, une directrice de formation je sais pas moi, de baisser son budget, de diminuer le budget de 10%, ok, comment on s'y prend? Par quoi va-t-on commencer? Et aujourd'hui, on a souvent
comme indicateur de résultat uniquement le taux de satisfaction. Donc, commencer à tailler dans les formations, à réduire le nombre d'actions de formation, etc., uniquement en se focalisant sur celles qui ont donné ou non satisfaction, c'est quand même très, très limité. Donc, on n'imagine pas, l'image que je dis souvent, c'est on n'imagine pas dans une industrie, par exemple, aller demander aux ouvriers s'ils sont contents de la nouvelle ligne de fabrication, la nouvelle ligne de production, pour savoir si c'était un bon investissement. Mais aujourd'hui, en formation, on raisonne encore comme ça. On demande aux personnes si elles sont contentes de la formation de suivi, mais on ne va pas beaucoup plus loin pour avoir des données qui permettent de piloter le plan de développement des compétences, tout simplement. C'est une analogie, mais vraiment bien. Tu, tu, tu peux faire un énorme travail sur le bien-être des employés sans regarder la productivité ou la rentabilité. Et puis tout le monde est super content. Ils viennent au travail quand ils veulent. Ils travaillent quand ils veulent. Ils partent quand ils veulent. Ils prennent des vacances quand ils veulent. Ils sont bien dans l'entreprise, mais finalement, ils perdent des millions par jour. Ouais, Du coup, tu penses que c'est un peu ça? tout à fait. Ouais, complètement. Oui, on peut multiplier les exemples, mais c'est vrai que n'est pas crédible, hein. Voilà, la fonction formation est souvent rattachée à la fonction RH. Et comme le disait l'un de mes co-directeurs de thèse, hein, j'adore son expression, c'est dans GRH, gestion des ressources humaines, le G est placé avant le H. Et pour dire, on est avant tout des gestionnaires. Donc, on doit pouvoir faire la démonstration que nos actions ont un impact sur la performance de l'organisation, sur la performance de l'entreprise. Si on ne fait pas ça, en tant que fonction formation, quelle est notre valeur ajoutée, quoi? Notre valeur ajoutée doit être de prouver, en tout cas d'apporter une aide concrète aux opérationnels pour atteindre leurs objectifs. Une fonction formation en entreprise n'a pas de valeur en soi. Donc, on a de la valeur par la valeur justement que l'on apporte aux autres fonctions. Ok, donc si je résume, première raison de changer de système, c'est pour mieux évaluer l'impact des formations au sein de l'organisation. Oui. Deuxième, c'est parce que le système actuel est un peu défaillant, pas les données qu'il faut pour mesurer, pour agir. Est-ce que tu as d'autres raisons? Après, c'est vraiment, alors c'est vraiment propre à chaque entreprise, hein, mais c'est vrai que tu faisais référence à mon livre tout à l'heure. euh, dans les expériences que l'on a pu avoir et dans les observations que l'on a pu faire en entreprise, c'est très variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des entreprises qui sont effectivement focalisées sur, tiens, j'ai des demandes de la direction, il faut que je puisse prouver la valeur des formations. Donc là, on est vraiment dans un objectif de démonstration de l'impact, de démonstration de la valeur des formations. Ça peut être de justifier les budgets, comme on le disait. Ça peut être de répondre à des exigences légales ou normatives. Voilà, on veut obtenir la certification CALPI, une certification ISO. On veut rationaliser les achats de formation. Donc aujourd'hui, tu disais, on est 500 apprenants, on a potentiellement 500 actions de formation et potentiellement 500 prestataires de formation. Bon, si on n'a que des actions individuelles, comment fait-on demain, voilà, est-ce que c'est raisonnable, vu la taille de l'entreprise, de travailler avec autant de prestataires différents? Comment peut-on nouer des relations de partenariat avec autant de prestataires différents? Donc, on va avoir tout un ensemble comme ça d'objectifs et c'est vraiment très important parce que c'est un peu les fondations du système. Se mettre d'accord sur pourquoi on va construire un système, pourquoi on va consacrer du temps et de l'argent à la refonte d'un système d'évaluation. Faut d'abord c'est comme pour une formation, il faut d'abord être au clair sur les objectifs, le ou les objectifs que l'on vise, parce que tout le reste va en découler. Euh, dans ton livre, donc le chapitre 12, tu donnes des étapes en fait pour changer de système. Sans tout dévoiler, est-ce que tu peux nous donner un petit topo, peut-être comme tu veux vraiment, parce que pour nous ici, je pense qu'aujourd'hui, on vous souhaite parler des bonnes pratiques, tu vois, notre vécu, notre expérience pour voir qu'est-ce qui fait marcher ou peut-être pas marcher le changement d'un système. Mais rapidement, est-ce que tu peux nous donner un topo de ce qui est important, comme tu as dit, là, les mises en place des objectifs, pourquoi on veut changer,
Est-ce que tu as d'autres juste étapes importantes à prendre en considération? Oui, bien sûr. Alors, euh, dans mon livre, j'identifie sept étapes, hein, 7 phases principales. euh, et une étape aussi préalable qui est que comme on va parler de construire ou de moderniser un système d'évaluation, je conseille que ça ne soit pas uniquement voilà, l'affaire d'un consultant et du responsable formation, mais que ça soit un travail collectif. Donc, que l'on puisse constituer un groupe de travail. Alors, pas pour dire on constitue un groupe de travail et puis et les groupes de travail avec 15 personnes, avec des réunions interminables, sans ordre du jour, etc. Donc, quelque chose de très efficace. On va être quelques-uns, mais voilà, moi je préconise 4 à 6 personnes parce qu'au-delà, j'estime que vraiment la valeur ajoutée des personnes supplémentaires est vraiment plus que marginale. Et on va constituer ce groupe avec des profils différents. Donc avec des personnes de la formation, avec des personnes qui sont quand même plutôt à l'aise avec on va dire les bonnes pratiques en matière d'évaluation des formations. Donc, il ne faut pas se leurrer, hein, souvent, c'est quand même plutôt une personne externe. Donc, à moins d'avoir une personne à l'interne qui soit certifiée Kirkpatrick, etc., c'est plus souvent des consultants, un ou des consultants, des personnes à l'aise avec l'informatique, etc., parce qu'il va falloir penser dématérialisation, digitalisation derrière du système. Donc ça, c'est l'étape préalable. Une fois qu'on a ça, après, on a effectivement différentes étapes qui vont consister, donc ce sont des étapes successives et où pour chacune d'elles, on va définir différents éléments. Donc je parlais par exemple des objectifs précédemment, ça c'est la première étape. Quels sont les objectifs que l'on assigne à notre système d'évaluation? Voilà, pour le dire autrement, une fois que le système sera mis en œuvre, qu'est-ce que l'on va faire avec les données qu'il va générer? Quelles sont les actions que l'on imagine mener? C'est comme pour l'évaluation d'une formation. Si on ne pense pas déjà à l'après, au coup d'après, si on ne pense pas à la fin, on va avoir du mal à savoir quelles données on va aller rechercher, quel niveau on va évaluer, etc. Donc ça, c'est essentiel déjà. Les objectifs. Ensuite, une fois qu'on a défini les objectifs, on va déterminer, en fonction de ces objectifs, quels sont les niveaux d'évaluation du modèle de Kirkpatrick qui vont répondre à nos besoins. Là, nous, voilà, des partenaires Kirkpatrick, donc c'est sûr qu'on a toujours ce modèle en tête. Hein, voilà, c'est un peu notre cadre théorique. Donc, Mais voilà. souvent, nos clients aussi, hein, il faut le dire, hein, souvent ils viennent nous voir parce qu'ils disent on n'arrive pas à faire du 3 ou 4. Exactement. C'est un peu dans les deux sens. Exactement. Et donc là, c'est sûr qu'il y a un lien très fort entre les deux. C'est-à-dire que si l'objectif, je reprends mon exemple, mais on parlait de certification ISO, si par exemple voilà, l'entreprise souhaite être certifiée, j'ai encore en tête le référentiel ISO 9001, voilà, on doit pouvoir démontrer l'impact des compétences sur la qualité des produits et des services rendus ou commercialisés aux clients. Et bien là, dans ma tête, moi, je traduis ça par du niveau 3. Ça signifie qu'il faut avoir de la compétence réellement démontrée sur le terrain. C'est du niveau 3 dans le langage de Kirkpatrick. Oui. Donc, c'est clair qu'on va évaluer le niveau 3. Donc, des objectifs, quels sont les niveaux? Ensuite, quelles sont les données que l'on va aller collecter pour alimenter ces niveaux? Quel est le plan de collecte que l'on va bâtir? Donc, je reprends mon exemple du niveau 3, mais si on... Voilà, est-ce que l'on va passer par des questionnaires? Est-ce qu'on va utiliser des grilles d'observation? Est-ce qu'on va faire de l'évaluation auprès des apprenants, des formateurs, des accompagnateurs, des coachs, des managers? À quel moment? Qui va être responsable de la collecte des données, etc., etc. Donc, il y a tout un plan vraiment de collecte des données qui est à penser. Donc là, on voit l'importance de l'informatisation quand même. On va penser aussi, ensuite, cinquième étape, l'analyse et la communication des résultats. Une fois que l'on aura toutes ces données, qu'est-ce que l'on va en faire concrètement? Ça, c'est souvent un mal de la fonction formation, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais on ne le montre pas toujours. Donc là, il y a aussi toute une logique de marketing de la formation qui est à penser. Donc, comment on va analyser, exploiter les données et comment on va communiquer sur aussi les actions engagées, tout simplement. Et puis, une fois que l'on a pensé à tout ça, alors seulement
Et là, on arrive quand même à la 6e étape. On va penser aux outils et aux protocoles d'évaluation qui vont soutenir la mise en œuvre du système. C'est-à-dire que, par exemple, la définition des questionnaires arrive seulement à la 6e étape. Ça ne sert à rien de se focaliser sur la construction des questionnaires tant que l'on ne sait pas pourquoi on va aller évaluer, quels sont les niveaux visés, quelles sont les données que l'on recherche, etc. Parce que finalement, les questionnaires ne sont que les contenants, les réceptacles de ces données. Et donc, ils arrivent seulement au bout de course. Et une fois qu'on a fait ça, la dernière étape, c'est le plan de mise en œuvre. Donc là, la, la 7e et ultime étape, c'est comment on accompagne le changement tout simplement en travaillant avec les managers, en dématérialisant, en communiquant à l'interne sur la mise en œuvre du système, etc., ou son changement. C'est une énorme prise de recul, 6 étapes pour après décider comment on va le faire au niveau des outils, etc. C'est vrai que c'est de la matière à réfléchir, à discuter, à analyser, on est d'accord. Oui, tout à fait. Donc là, on oublie complètement je dis ça en rigolant, mais on le voyait lorsqu'on avait des personnes qui vendaient des kits tout prêts. Voilà, je prépare mon Datadoc ou j'obtiens ma certification Calliope, puis on avait téléchargé un gros fichier zip compressé, puis on avait des questionnaires, etc. Puis point, on dit, ouais, c'est bon, maintenant j'ai tout. J'ai un modèle de règlement intérieur, j'ai un modèle de questionnaire, j'ai ça, j'ai ça. Bon, là, vous oubliez complètement cette logique, parce que le but, justement, c'est de construire quelque chose qui soit adapté à l'entreprise, qui soit fait avec le collectif de travail qui aura été constitué, et puis qui soit vraiment pensé comme la mise en œuvre d'un changement. Parce que ce n'est pas juste une question d'outils. Sinon, alors là, c'est très simple. Là, vous achetez mon livre, vous allez chercher dans les annexes. On les a mis d'ailleurs sur le site évaluationformation.fr dans l'espace ressources. Vous allez télécharger les questionnaires, vous les mettez, et voilà, super, vous avez des questionnaires. Mais là, c'est la greffe ne va pas prendre, si je puis dire. Un, un système d'évaluation peut être industrialisé, c'est sûr, mais avant, il faut personnaliser en fonction, oui, les objectifs que vous avez, mais je pense qu'il faut toujours prendre en dimension la taille de l'entreprise, le métier de l'entreprise, le nombre de pays, les langues, Oui, euh, et surtout la volonté et l'implication de la direction. Euh, oui, clairement. pour moi, ne pas avoir la direction impliquée, que ce soit dans une grande OF ou dans une grande entreprise, ça ralentit énormément les faits parce que, en fait, c'est un changement culturel. Changer des systèmes de format d'évaluation fait changer les pratiques, pousse les gens à changer leur pratique en interne, que ce soit le manager ou les apprenants, ou les acteurs learning ou les formateurs, les prestataires externes, ça fait changer beaucoup de choses et sans qu'il y ait cette volonté de la direction de pousser, on est d'accord que c'est pratiquement, je ne sais pas si c'est réaliste même. Ah, ça va être beaucoup plus compliqué, en tout cas, c'est clair. Parce que comme on va embarquer différents acteurs, je pense voilà, aux opérationnels, aux managers, etc., voilà, on va aussi leur expliquer pourquoi on fait tout ce travail et qu'ils ne soient pas perçus comme étant, on va dire, une nouvelle lubie du service formation. On a besoin de ce soutien, on a besoin de ces sponsors pour montrer que c'est un projet d'entreprise et que vraiment l'objectif, c'est pas évaluer pour évaluer. Encore une fois, c'est toujours ce système va nous aider à faire de la formation de manière plus performante et donc à aider l'entreprise à être plus performante. Ça ne doit pas être vu comme une routine administrative, bureaucratique. Voilà, surtout pas être présenté comme ça. Mais c'est, voilà, on veut s'assurer que l'on vous donne les compétences, on vous dote les compétences dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Et pour cela, on a besoin d'un super thermomètre qui est notre système d'évaluation des formations. Euh, Honnêtement, dans mon expérience, les membres de la direction des ressources humaines s'en fichent de Kirkpatrick, s'en fichent de qu'on connaisse pas ce que c'est. La demande telle que tu l'écris reste la même, hein, c'est la performance avant tout. Comment on va le faire, à la limite, ça les intéresse pas. Ce que eux ils veulent, c'est des résultats. Ouais. Et du moment qu'on peut parler le langage, encore une fois,
C'est ça qui les intéresse. Donc, il faut vraiment rendre tout ça très simple pour eux à comprendre. Et c'est par la simplicité qu'ils vont, je pense, soutenir le projet. Exactement. Parce que pour eux, c'est le facteur argent. On change d'outil, d'accord, mais combien ça va coûter? Pourquoi? On va mettre en place des ateliers pour discuter, on va mettre en place des kits, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, on va prendre un consultant externe, ça coûte de l'argent. Donc, c'est quoi le retour pour nous? Et après, on vous fait confiance ou pas? Exactement. C'est vraiment essentiel. Et en t'écoutant, je pense au nombre de routines de type référentiel de compétences, référentiel emploi métier que j'ai pu voir dans des entreprises où c'était tellement lourd et tellement rapidement obsolète que là, on a des managers qui sont, je veux dire, un peu traumatisés de tous ces outils, de la lourdeur des outils et surtout, hein, on parlait de langage, mais effectivement du jargon qui est parfois utilisé. On va leur dire: «Oui, mais attendez, non, non, attention, là, ce dont vous parlez, ce sont des connaissances. Nous, on nous parle de compétences et cetera». Non, non, sérieusement, il faut vraiment parler le langage des managers, un langage très opérationnel, pour être certain qu'eux puissent se saisir du système. Il ne faut pas que ça reste, voilà, nous, on construit le système et le but, c'est qu'il soit dans les mains des gens du terrain et que ça ne reste pas un outil de spécialiste. Donc, tu as raison, que gère Patrick, ce n'est pas leur sujet. Nous, c'est la méthode que l'on va utiliser pour construire le système, mais à la fin, limite, le nom Kirkpatrick doit apparaître nulle part dans le système d'évaluation tel qu'il sera lu vu par les acteurs de terrain. Alors, une bonne pratique que moi j'ai rencontré sur le terrain, c'est de respecter les gens qui répondent justement aux questionnaires ou aux interviews ou toutes les méthodes d'évaluation qu'on met en place, en leur donnant du sens et en s'engageant qu'ils vont avoir un retour par rapport à leurs efforts. Euh, les managers maintenant, ils sont hyper polyvalents. Il n'y a plus d'assistants, ils font tout. Ils s'occupent de la responsabilité de leur équipe. Parfois, ils sont en confrontation avec un benchmarking par rapport à d'autres équipes. Donc, il y a une pression permanente de tout faire. Et nous, on fait de l'évaluation. Souvent, on ajoute un peu plus de choses à faire. On est d'accord, remplir les questionnaires, donner du feedback, etc. Donc, parfois, pour eux, c'est juste une tâche de plus qui, il faut être cru, les gonfle. Donc, il faut vraiment leur donner du sens à pourquoi on leur demande d'évaluer, quels pourraient être les bénéfices pour eux. J'ai parlé du benchmarking, mais souvent, ils veulent savoir un peu ce qui se passe, quelles sont les formations préférées de la part de leurs collègues ou quelle est la performance même de leur équipe au niveau de transfert, etc. Donc, ils veulent voir, eux, un retour. Et aussi, ils veulent savoir que s'ils font quelque chose, que ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que souvent, on demande de faire des questionnaires et après, c'est merci, mais il n'y a plus rien derrière. Ouais. Donc, il faut absolument que si on demande de faire quelque chose, ils savent que il y a un sens dans tout ce qu'on fait. Et donc, c'est là je crois que c'est dans la communication, c'est l'étape de communication dont tu parlais dans tout à l'heure, qui est pour moi essentielle. Mais même la communication qualitative, pas que juste un mailing à tout le monde, tu vois, toute l'organisation, mais parfois un peu de retour pour remercier par rapport aux efforts qui sont faits. Et ça fait un boucle vertueux qui fait que tout le monde joue le jeu. Parce que actuellement, on est dans une période où, oui, les questionnaires peuvent fatiguer. On demande de remplir les questionnaires partout. Et si on demande de plus de travail supplémentaire sans rien derrière, voilà, même le système peut avoir des problèmes. Ouais, complètement. Tu as tout à fait raison. Il faut clairement montrer que les informations obtenues sont utiles et utilisées. Donc, quelles sont les actions engagées, qu'est-ce que l'on va en faire, etc. Ah, voilà, le pire serait de montrer que oui, c'est un super système très bien pensé, et voilà, qui permet de collecter beaucoup de données, mais sans mener à l'action. Clairement, derrière, voilà, vous en tant que manager, quels vont être les bénéfices? Et dans toute la partie communication, comme tu le disais, on va communiquer, par exemple, voilà, avec
ouais, à plein de fois, hein, ça peut être des linéaires internes, ça peut être des infographies, ça peut être des choses comme ça, mais en reprenant les pratiques de l'entreprise. Tu disais tout à l'heure que le métier, la taille de l'entreprise, les langues, l'internationalisation, etc., sont autant de critères dont on va tenir compte pour penser aussi à la manière avec laquelle on va communiquer. Donc, clairement, on va s'adapter. Voilà, on ne va pas s'amuser à faire des présentations sur l'intranet de l'entreprise dans une industrie, dans une usine où on a 80% des personnes qui n'ont pas accès à Internet, par exemple. Donc, c'est un peu une caricature ce que je dis là, mais je l'ai déjà observé, donc je le précise quand même. On va vraiment s'adapter, on va vraiment penser marketing de l'information. Euh, ça, c'est super important. Et je pense que lorsqu'on prend la décision de changer d'outil, ça c'est une deuxième chose, l'accompagnement de la mise en place de l'outil, la constitution des questions dans le questionnaire, comment on va les analyser, tout ça, il faut que ça soit réfléchi aussi. Et comme tu disais, il ne faut pas juste accepter une boîte à outils et penser que tout est fait, quoi. C'est impossible. Et c'est souvent des petites choses qu'on change qui fait le plus grand impact. Réduire de 20 questions à 5, tu vois, obliger les gens à faire du verbatim. C'est des petits changements qui peuvent vraiment avoir le plus grand impact, qui nous permettent de déclencher pas mal de changements derrière. Oui, tout à fait. Et tu as raison de souligner ne serait-ce que le nombre de questions. Si le ou les anciens questionnaires d'évaluation utilisés étaient mal vus, mal perçus, lors de la mise en œuvre du système, si tu avais des questionnaires de 20 à 25, 30, 35 questions, comme on a déjà pu le voir par le passé, si tu arrives avec un questionnaire qui est épuré, qui est vraiment puissant, avec des formulations pertinentes, voilà, qui vont droit à l'essentiel, etc., là, c'est sûr que déjà, c'est une première victoire. Parce que là, ils vont dire, OK, waouh, ça y est, vous nous avez entendus, vous avez remis en cause des choses qui vraiment étaient obsolètes, qui n'étaient pas pertinentes, etc. Donc voilà, même les outils d'évaluation doivent aussi donner envie d'embarquer dans le système. Donc ça n'est qu'une partie, ça n'arrive qu'en 6e étape, hein, dans le plan de match que je propose dans le livre, mais c'est quand même essentiel. Voilà, il faut des outils qui donnent envie, questionnaire ou pas, mais voilà, il ne faut pas que ça soit une plaie de répondre à un questionnaire. Est-ce que tu as vu d'autres freins, d'autres problèmes dans le changement d'un système d'évaluation? Alors, j'ai envie de dire un peu, ouais, une certaine forme d'empressement. C'est-à-dire, je répète souvent qu'il faut laisser le temps au temps. On part souvent, c'est un peu comme pour les questionnaires d'évaluation, hein. Je relisais la dernière fois des références d'auteurs dans ma thèse qui affirmaient que, de mémoire, je crois que c'est 80 à 90% des questionnaires d'évaluation n'étaient pas professionnels. Donc voilà, et je suis assez d'accord avec le constat. Souvent, voilà, on construit des questionnaires un peu sur un coin de table. Et les systèmes d'évaluation, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, souvent, le système d'évaluation en tant que tel n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectifs qui ont été clairement définis, il n'y a pas de plan de collecte des données. Voilà, on a juste des questionnaires qui doivent être donnés, dispensés, administrés, envoyés à un certain moment. Voilà, très bien, on a ça, mais il n'y a pas de réflexion sur l'amont et sur l'aval. Donc, j'ai envie de conseiller souvent, enfin, ce que je conseille souvent, c'est voilà, laisser le temps au temps, c'est de dire on bâtit un système et on laisse un peu de temps au système pour être stabilisé, pour voir ce qu'il donne. Et on l'améliore en continu. On l'améliore en continu, mais voilà, on le laisse vivre ne serait-ce qu'une année. Voilà, on fait évoluer le système et on voit ce que ça donne. Parce que souvent, on part quand même de très loin. Et il y aurait cette tentation de vouloir passer de rien à tout et à la fin d'avoir un système qui va enfler, qui va devenir un peu, je vais dire, obèse et tentaculaire. Et à la fin, ça ne sera plus un système. Ça sera une espèce d'agglomération de plein de dispositifs d'évaluation, etc. Donc, on pense à un truc, on l'écrit vraiment, on le documente. On a notre manuel du système d'évaluation des formations, on le décrit. Et voilà, on peut très bien, à la fin de l'année, avec les données que l'on a, donc une fois qu'on a passé les premiers tests, hein, donc on fait des tests
fait des pilotes, etc., on construit le système. Et une fois qu'on a notre première version du système, on le stabilise et on voit à l'année si on a les données, s'il nous permet de collecter les données dont on a besoin pour piloter le plan de développement des compétences, etc., etc. Mais ne pas aller trop vite, ne pas chercher à en faire trop, parce qu'il faut laisser le temps au temps. Et c'est avant tout, comme je le répète souvent, l'évaluation des formations, c'est plus qu'un défi technique, c'est un changement culturel et organisationnel à réussir. On est dans le luxe d'être dans la formation quand même, Ouais. ce qui fait que personne ne va mourir si on rentre pas les stats ou on n'a pas tout ce qu'il faut pour faire. Euh, et je pense que justement, on a le temps bon, sauf en cas d'audit qui vient, ça peut arriver, mais on a souvent le temps de faire des changements, comme tu dis. Et on a envie toujours d'avoir tout de suite. Mais là, je te rejoins, il faut se mettre dans la tête qu'on va peut-être pas avoir les résultats qu'on souhaite tout de suite, mais on peut modifier des choses pour avoir un peu plus d'impact, pour avoir un peu plus de données, pour avoir un peu plus de mesures au fur et à mesure. Et c'est ça qui va faire la différence. Oui, ouais, Mais, clairement. mais avant tout, c'est une question de gens, hein. C'est une question de collaboration. C'est une question de qualité de gens avec qui on travaille, leur implication, leur motivation. Tout le monde doit jouer les jeux parce qu'il y a tellement de tentacles, je veux dire, qui doivent travailler en même temps. Il y a le département de communication, il y a le département de ressources humaines, il y a la direction, il y a le manager. Il y a tellement de différents acteurs dans un dispositif d'évaluation que s'il y a, s'il y a un frein quelque part, ben, c'est souvent lié à ça. Ouais, tout à fait. Et d'où l'importance, hein, alors là, je vais prêcher un peu pour notre paroisse, hein, mais d'où l'importance aussi de se faire accompagner, parce que le consultant ou les consultants peuvent être aussi le poil à gratter et la voix VOIX que l'on a du mal à entendre en interne. Donc, on va aussi poser les questions qui dérangent et c'est nécessaire. Voilà, quitte à vraiment aller, je ne vais pas dire à la confrontation, mais vraiment, j'insiste, poil à gratter, parce que sinon, on risque souvent de tomber dans le consensus mou, etc., et d'avoir peut-être des personnes qui, justement, parce que ce n'est pas leur métier, vont avoir du mal à embarquer les autres acteurs. Et donc, voilà, il faut voilà, pouvoir s'appuyer sur une expertise et sur des personnes voilà, qui vont être habitées par le sujet, qui vont vouloir faire avancer le sujet et qui ne vont pas considérer cela comme l'énième sujet en dessous de la pile de tous les autres à traiter, etc., quoi. Voilà, ce qu'on le sait très bien, au même titre que l'évaluation est souvent, on va dire, la mal-aimée de la formation, parce que voilà, on la réduit parfois même souvent, au fait de distribuer simplement un questionnaire en fin de formation. Et donc, on fait ça à 16h58, etc. Donc, voilà, on fait ça quand tout le reste a été fait. Eh bien là, le système d'évaluation, s'il est conçu et pensé uniquement avec des personnes en interne, bah, le risque, voilà, c'est qu'on n'ait pas une personne dédiée qui va faire avancer le sujet. Donc, soit vous avez un chef de projet dédié euh, à ce sujet, soit vous appuyez sur des ressources externes, ou idéalement les deux. Et comme ça, là, on est certain de vraiment faire avancer le paquebot. Après, quand tu dis que l'évaluation, c'est le mal aimé, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que l'évaluation aussi sert à nous donner la plus grande joie dans la formation. C'est-à-dire qu'en évaluant bien, on arrive à voir des retours magnifiques de la part des apprenants, les formateurs, de tout le monde. Et c'est là qu'on voit un sens dans pourquoi on fait de la formation. Oui, oui, clairement. Ah, oui, c'est la valorisation. Et c'est la valorisation de toutes celles et de tous ceux qui contribuent au succès de la formation. Donc, les personnes du service de formation, mais aussi voilà, les formateurs, les accompagnateurs, les coachs, les managers, les apprenants eux-mêmes, etc. Donc, oui, donc c'est super. Et on montre à la fois les succès qui sont forcément partagés, collectifs, mais aussi les échecs qui sont voilà, toujours un peu de la responsabilité de tout le monde lorsqu'il y a des échecs. C'est pas juste une personne qui, on va dire, n'a pas fait le job. Donc, on s'améliore en continu. On est vraiment dans une logique de maturité managériale, hein. Voilà, on progresse ensemble.
OK, donc le dernier point, je pense que j'aimerais pas de quoi j'aimerais parler, c'est la juxtaposition, de changer de système d'évaluation avec, la progression des nouvelles modalités pédagogiques. La digitalisation, maintenant, ben, on a plein de nouvelles modalités. On parle de serious games, on parle de métavers, on parle de e-learning, on parle de tout ce qui est, formation à distance et cetera. Hem Comment, est-ce que tu penses que malgré ces révolutions au niveau de la technologie, on peut changer justement un système? Alors oui, oui, et on va pouvoir en tirer parti. C'est-à-dire qu'on va, en fait, dans finalement on va dire la diversification, je vais dire ça comme ça, Mmh. des modalités pédagogiques, quelles qu'elles soient, hein, depuis, on va dire l'avènement du e-learning jusqu'au blended learning, jusqu'au développement de la réalité virtuelle, de tout ce que l'on veut, ça reste justement des modalités pédagogiques et donc l'évaluation, heu, qui en découle reste surtout pédagogique. C'est-à-dire qu'elle reste surtout au niveau 1 et 2. Donc on va surtout s'intéresser à la qualité de ce qui a été fait, de la formation, on va s'intéresser à l'apprentissage et cetera. Donc là, on peut tirer parti de ces technologies parce qu'on va pouvoir, voilà, on va pouvoir avoir des quiz, des sondages flash et cetera qui vont être, heu, réalisés pendant la formation, pendant les modules e-learning, à la toute fin des modules. On va permettre à la personne qui utilise un dispositif de réalité virtuelle d'avoir des retours en direct, donc l'évaluation va se faire aussi. Donc ça, c'est OK. Par contre, l'évaluation et notamment on en parlait la dernière fois dans l'épisode précédent, mais l'évaluation qui compte le plus, qui est celle du niveau 3, elle est un peu indépendante finalement de ces modalités pédagogiques, parce que là, elle va se faire sur le terrain. Donc, voilà, ça, à la fois, on peut tirer parti, on peut vraiment bénéficier de cette diversification des modalités, des méthodes pédagogiques pour avoir une évaluation des niveaux 1 et 2 qui soit modernisée, qui soit pertinente, etc. Par contre, voilà, c'est certain que l'évaluation des niveaux 3 et 4, pour moi, reste quand même très peu corrélée à ces modalités pédagogiques. Parce que là, c'est le terrain qui parle. C'est l'épreuve de vérité, c'est l'épreuve du feu. En gros, il faut pas que ces modalités pédagogiques vous empêchent à faire des évaluations et c'est pas ça qui va vraiment voir la réussite et l'impact du dispositif qui est sur le terrain avec les résultats qu'on vise. Ah ouais, ouais, tout à fait. Bon, mais super. Merci beaucoup, Jonathan. Encore une fois, c'était super intéressant. Donc, j'espère que vous, les auditeurs, vous avez apprécié. Si vous avez d'autres idées pour notre prochain épisode, n'hésitez pas à nous faire signe sur LinkedIn. Merci beaucoup. Au revoir, Jonathan. Merci, Joss. À bientôt. Au revoir. Au revoir.